habitude, mais je m'étais dit que je la ferais en soft spoken celle-ci. Je vous retrouve pour une vidéo. Alors je mets mon col roulé comme ça parce que je suis pas maquillée et j'aime pas ma tête. Je vous retrouve pour une vidéo, mais alors en total impro. Total. Je l'ai décidé il y a 20 minutes de faire cette vidéo de tournée. Parce que une idée m'est venue, comme ça, en regardant la télévision, de vous parler d'un sujet, de quelque chose, de faire une petite story time sur les injustices de la vie. Ça va être un sujet encore bien marrant, mais voilà. Mais en fait, j'en profite parce que il y a la pause déjeuner des ouvriers, donc pour les travaux, je vais être tranquille. Et j'ai mon ordinateur qui me met en chômage technique. Voilà, je suis censée travailler un petit peu, mais je ne peux pas. Alors pour vous faire vite fait un topo, ça fait plusieurs jours que je rencontre un souci sur mon ordinateur qui de manifestement est plein. Ma mémoire, enfin les RAM, tout, bref, la mémoire interne est pleine, sauf que quand je consulte dossier par dossier, tout est vide, ou il n'y a rien, j'arrive pas à trouver les dossiers volumineux à dégager. Sauf qu'à chaque fois, et en plus j'ai plus de batterie, je me suis occupée de recharger mon ordinateur, donc je vous explique. Donc je n'arrive pas à trouver la source du problème, les dossiers volumineux. Sauf que c'est en train de me poser beaucoup de soucis dans la gestion quotidienne de mon travail, parce que à chaque fois que l'on crée des devis, donc je fais des contenus en Excel, etc., que je convertis en PDF, sauf que ce sont des dossiers alors lourds, oui et non, mais qui, même ne serait-ce que faire un copier-coller sur mon bureau, rajouter une photo, je n'y arrive plus, parce qu'à chaque fois mon ordinateur me dit mémoire pleine, sauf que j'arrête pas de vider, nettoyer, pas moyen. Et depuis hier, je n'arrive plus à convertir mes documents en PDF. Or, ce sont les versions PDF que j'envoie à mes clients. Donc hier, par défaut, j'ai dû envoyer des formats Excel à mes clients, mais je n'aime pas, puisque, bon bref, pour la petite histoire, un format Excel ou Word, par exemple, est modifiable. Même vous qui le recevez, vous pouvez le modifier. Un PDF, non. Donc même si je vois loin et je vois, comment dire, sans voir le mal partout, je reste méfiante et bref, c'est toujours préférable d'envoyer un document que l'interlocuteur ne peut pas modifier. Enfin, ça paraît logique. Bref, mais du coup, je suis coincée. Donc depuis ce matin, on essaie de travailler dessus avec mon mari en essayant de trouver un logiciel de... Parce qu'on en avait déjà un, mais on n'arrive plus à activer le nôtre. Il faut dire ce qui est... C'est pas qu'on est radin, mais il y a hors de question qu'on paye pour un truc pareil. Donc nous, on utilise des converteurs gratuits. Celui qu'on utilisait bizarrement du jour au lendemain ne veut plus. Il faut réactiver une clé moyennant une somme, bien évidemment. Et quand j'essaie d'en télécharger d'autres gratuits, en fait, on revient au même problème initial, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de mémoire. Donc bref, tout ça pour dire qu'en fait j'ai lancé une analyse depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher où vient le problème. J'ai fait une analyse, un scan, j'ai optimisé, j'ai réduit, j'ai supprimé des doublons. Ça ne bouge toujours pas, je ne perds pas 1 giga, enfin, bref, tout ce que vous voulez. Donc s'il y a des petits génies parmi vous en informatique qui peuvent m'aider éventuellement. Enfin bref, c'est pas ça la story time, c'est juste parce que du coup, comme je suis bloquée, eh bien je me suis dit que j'allais vous parler d'une petite histoire, vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 5 ans. Pourquoi j'ai eu cette idée-là de vous parler de ça? Alors là, je parle surtout, à partir de maintenant, je vais surtout parler aux abonnés français qui me regardent, parce que ça soit sur l'idée de ma story time et ma story time en question, ça va surtout concerner le système français. Je vous explique. Donc sur la télévision, il y a eu le programme de la 6, M6. Oh, il y a le gros camion qui revient. Il y a une émission le matin qui passe qui s'appelle Ça peut vous arriver, avec un seul présentateur, Julien Courbet, qui règle des
des litiges, des situations délicates, parfois graves, parfois moins graves, etc. Enfin bref, lui il est là, ça fait des années, lui c'est un spécialiste, comme présentateur télé, c'est un spécialiste des litiges, et des conflits, des arnaques, etc. En fait, je mets ça le matin un peu par défaut parce que j'ai rien d'autre. Et moi, j'aime bien avoir un bruit de fond quand je travaille ou autre. On a toujours la télé qui est allumée, donc ça fait un bruit de fond. Bref, et je regarde un petit peu aussi ça par défaut. Et donc, à chaque fois que je regarde cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai vécu une grosse injustice, une grosse arnaque. Et à chaque fois, je me dis... pas passer à la télé, hein, pas pour ça, mais est-ce que ça vaudrait le coup que de nouveau je fasse réclamation, que je réclame acquis de droit, enfin, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Mais je me dis, c'est quand même quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Donc, est-ce que 5 ans plus tard, est-ce qu'il n'y a pas quelque part prescription, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais c'est quand même quelque chose de tellement gros que je me suis dit, il faut que je vous en parle, en fait, il faut que je vous le raconte. Ça concerne donc quand même l'administration française, hein, puisque ça concerne l'assurance maladie, la sécurité sociale en France. Donc déjà, vous savez qu'on attaque un gros morceau, un énorme pavé de l'administration française. Hein. C'est quelque chose, hein, la sécu. On va pas se plaindre, on a de la chance d'être un pays où on en a une de sécurité sociale. Je ne crache pas dans la soupe, mais comme je le dis toujours, nous Français, on a énormément de chance d'avoir un bon système de sécurité sociale, d'assurance maladie, mais alors il est d'une lourdeur, c'est la gestion des dossiers en quotidien, c'est une catastrophe, c'est tellement archaïque le truc que c'est, je pense que pour les étrangers, entre guillemets, qui n'ont pas ce système-là, quand on vous explique, vous pouvez pas trop comprendre parce que vous dites ouais mais vous avez de la chance, vous en avez une. Ouais mais en fait on en a une, mais elle est tellement mal gérée, c'est tellement long, c'est lourd en fait. Je prends l'exemple de mon ordinateur, c'est tellement lourd que c'est plein à craquer, que ça déborde, que la moindre demande, la moindre démarche, ça prend des semaines et des semaines. C'est d'un compliqué et c'est des démarches, c'est des textes de loi, tout est fait en fait pour vous rebuter, vous décourager et abandonner. Clairement, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il y a plein de trucs quand on se renseigne bien, quand on cherche, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qu'on peut percevoir, des aides, des financements, des prestations, je prends tout en général. Mais c'est tellement long, c'est tellement minutieux, si t'as pas quelqu'un qui s'y connaît dedans, si tu n'y travailles pas toi-même, si t'es pas un peu, si t'as du temps à perdre à chercher là-dedans, en gros tu trouves jamais rien. Je pense qu'on va tous être d'accord sur ce sujet-là. On est tous concernés quelque part à un moment donné dans sa vie pour un sujet à un autre sur ce que je viens de dire. Donc, revenons à nos moutons. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a 5 ans, j'étais enceinte de mes jumeaux, mes petits garçons. Je suis tombée enceinte donc mi-octobre, donc on va dire mi-octobre, fin octobre. Et à l'époque, comment dire, j'étais... alors attendez, parce que ça commence à remonter. Donc j'étais salariée, donc déjà on remet les choses dans le contexte, je n'avais pas encore mon entreprise, j'étais salariée dans une entreprise depuis plusieurs années, donc, etc. Donc durant les fêtes de fin d'année, en décembre, j'avais des congés, comme tout le monde. Puis à mon retour de congé, en accord avec mon médecin généraliste, j'ai été mis en arrêt maladie parce que je commençais à avoir des pathologies liées à ma grossesse, notamment des douleurs au dos, une sorte de lombalgie, je ne sais plus trop le terme, enfin bref, j'avais des douleurs au dos, mais liées à ma grossesse. Je le rappelle, une grossesse gémellaire, même si quand on est enceinte, je suis la première à dire qu'on n'est pas en sucre, qu'on n'est pas des petites choses fragiles, et qu'on peut tout à fait mener une grossesse normale à bien jusqu'à son terme en travaillant. C'est pas le cas pour tout le monde.
Et puis surtout, on n'a pas forcément tous les mêmes symptômes, et je le rappelle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des amis de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, mais d'abord et avant tout le corps médical, c'est une grossesse à risque, du début à la fin. Donc c'est une grossesse qui est très surveillée, qui est très médicalisée, et avec lesquelles on rigole pas. Bref, et ce sont des pathologies que j'ai commencé à avoir, mais qui n'étaient pas étonnantes, puisque moi j'ai toujours eu, alors des problèmes de dos, oui et non, mais depuis très longtemps, depuis toute jeune, on m'a toujours décelé une sorte de scoliose. Alors pas scoliose dans la longueur, mais dans la largeur. J'ai un bassin qui est décalé, mon bassin qui est décalé, j'ai une hanche plus haute que l'autre. Bref, je vous sors mon dossier médical. Bref. Donc, ce qui fait que pour la grossesse de ma fille, j'avais déjà eu des douleurs au dos, j'avais déjà été arrêtée à 5-6 mois de grossesse, je ne sais plus, parce que j'avais eu un lamago. Et déjà à l'époque, j'avais déjà un petit peu subi des injustices. Enfin, alors, c'est des mots forts. Je vais utiliser le mot injustice et violence médicale, mais ce n'en était pas vraiment. C'est parce que pour l'instant, j'ai pas d'autres mots. Mais j'ai eu affaire à l'époque à un autre médecin généraliste, qui était mon médecin généraliste de l'époque, mais entre-temps, j'ai changé. Notamment pour ça, mais aussi pour d'autres raisons. Et qui, quand j'expliquais le problème, donc à l'époque j'avais affaire à ses internes, quand j'expliquais le problème en cabinet, limite on se foutait de ma gueule, on me regardait un peu de haut en bas en me faisant comprendre madame, vous n'êtes pas une petite chose fragile. Attendez, parce que il y a mon PC qui a changé de page, voilà. Madame, vous n'êtes, en gros, on me l'a pas dit texto, mais de par l'attitude et la façon de parler, on me faisait comprendre, madame, vous n'êtes pas une petite chose fragile, vous êtes enceinte, c'est normal, vous allez avoir des bobos au dos, des bobos au ventre, limite on me prenait un peu pour une idiote, quoi. Et moi, à chaque fois, je disais, oui, mais j'ai très mal dans le dos, et à l'époque, j'avais mal aussi au niveau de l'utérus, parce que, à force, après l'expérience, je l'ai su, mais en début de grossesse, le placenta est bas. Après, il remonte, c'est normal, mais pendant le premier trimestre, le placenta est bas, ce qui fait qu'on peut ressentir des douleurs au niveau de l'utérus, etc. Quand ça ne remonte pas au deuxième trimestre, on appelle ça le syndrome du placenta prévia. Et ça, c'est quelque chose de grave qui peut enchaîner des complications, des fausses couches, des trucs pas très sympas, ou des accouchements prématurés, de la prééclampsie, bref, une grossesse alitée, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on espère sur une grossesse, n'est-ce pas? C'est l'ironie. Au cas où vous l'auriez pas vu à ma tête. Enfin bref, et donc moi je m'inquiétais de ça parce que moi je suis première grossesse, je me renseigne sur tous les sujets et puis je m'inquiète. Donc on me fait comprendre, oui c'est normal. Bon. Mais je dis le dos c'est pas normal. Et j'étais à l'époque, je me disais j'ai très certainement une... je sais plus ce que j'ai utilisé comme terme. Ça a rapport avec les nerfs qui sont dans la jambe, entre le dos et la jambe. Une nerf sciatique, quelque chose comme ça, pardon du terme, je ne sais plus, j'ai encore une fois des trous de mémoire. Mais je pensais que c'était surtout le nerf sciatique et j'ai dû me froisser quelque chose au travail, puisque déjà à l'époque, dans mon emploi, j'avais un poste déjà où je bougeais beaucoup, justement j'étais en transition de poste, donc je faisais beaucoup de routes en véhiculé, et ensuite après je faisais beaucoup de postes où j'étais beaucoup debout et je devais régulièrement faire des mouvements, porter du lourd, etc. Donc aussi j'avais posé la question à mon obstétricien, mon gynécologue à l'époque, qui m'avait dit pas de souci, vous pouvez continuer à travailler, vous devez faire effectivement attention, mais voilà. Sauf que mes douleurs au dos continuaient et j'aimais pas ça parce que en étant enceinte, prendre des antidouleurs type Doliprane, paracétamol, enfin tout ça c'est pas recommandé. Et moi en fait sans ça c'était très compliqué, limite j'avais beaucoup de mal à me lever le matin, à sortir de mon lit à cause de mes douleurs au dos pour aller travailler. Donc je me présente une première fois chez mon médecin, donc avec son interne qui non, tout est normal. Deuxième fois, elle recontrôle tout. Et en fait, ce qui m'a fortement déplu à l'époque, c'est que quand elle m'a revue dans sa salle d'attente, elle m'a regardé de haut en bas en reculant sa tête, d'air de dire encore vous. Ça s'était placardé sur son front, hein, encore vous. Donc déjà, je me suis sentie très mal en me disant waouh, l'accueil de dingue, merci.
Bref, de nouveau, donc en fait, ce qui s'est passé, donc elle m'avait déjà mis en arrêt maladie une semaine. Je retourne la voir puisque j'ai toujours très mal et j'ai pas de traitement. Donc comment voulez-vous que ça passe? J'ai rien. Donc de nouveau, ça ne passe pas. Je retourne la voir. Donc j'ai droit à sa tête du genre encore une qui vient faire chier. De nouveau, elle me remet en arrêt maladie pendant une semaine. Comme j'ai toujours rien, la douleur ne part pas. Et là, je tombe sur le médecin généraliste en question, qui est accompagné d'un autre interne. Et lui qui bizarrement en 5 minutes il m'ausculte, il regarde, et je précise, il touche mon dos. Ce que l'interne n'a pas fait une seule fois en 2 séances. Elle n'a pas une seule fois regardé mon dos, alors que je lui disais ma douleur vient du dos. Mais parce que j'étais enceinte, elle se concentrait sur ce statut-là, sur le fait que j'étais enceinte. Et des pathologies, enfin, entre guillemets, des symptômes que je pouvais avoir. Sauf que ce que j'avais, donc un lumbago, j'aurais pu l'avoir sans être enceinte, ça n'empêchait pas qu'elle pouvait quand même ausculter mon dos. Bref, le médecin, le premier truc qu'il fait, je lui parle de mes douleurs au dos, il m'ausculte le dos. Je lui parle de mes soupçons, nerf sciatique, il me dit, c'est pas nerf sciatique, il dit, ça m'étonne pas que vous avez mal au dos, vous avez un lumbago. Donc il dit, bah oui, je veux bien comprendre que depuis 3 semaines vous ayez mal. Le problème c'est que vous êtes enceinte, on peut rien vous donner, donc effectivement vous avez le droit à petite dose à des antidouleurs, du paracétamol pour vous soulager, et voilà. Sauf que moi en fait, avec les hormones, donc j'étais à peu près enceinte de 5 mois, avec les hormones, je commence un petit peu à pleurer dans son bureau en disant, attendez docteur, je comprends pas, enfin avant qu'il me mette le mot lumbago, je disais, attendez docteur, je ne comprends pas. Ça fait 2 fois que j'ai rencontré votre interne, 2 fois qu'elle m'a jamais, ne serait-ce qu'ausculté d'eau, elle m'a rien dit, je ne comprends pas, enfin à un moment donné, excusez-moi, mais je m'inquiète aussi pour mon bébé, pour ma grossesse, je ne sais pas ce que j'ai. Et donc après, effectivement, il pose le diagnostic de lumbago, et il me dit, oui, je comprends que vous ayez mal, etc. Et en fait, à un moment, il me dit, bon, bah écoutez, il dit, vu que ça va être long pour vous, entre guillemets, à soigner, puisqu'on ne peut pas vous mettre des antidouleurs classiques et un traitement classique, je vais vous mettre en arrêt prolongé jusqu'à votre congé maternité. Donc j'étais en congé maternité, je me souviens très bien, le 23 décembre, c'est une date qui m'a marquée, puisque j'étais censée accoucher fin janvier, début février. Donc j'étais en arrêt maternité le 23 décembre. Donc il m'a dit, écoutez, donc je vous parle de ça, ça devait être en septembre, hein. Début septembre, il m'a dit, écoutez, je vous mets en arrêt prolongé, on va se revoir régulièrement pour contrôler, vous continuez à voir le médecin, mais je vais vous mettre en arrêt prolongé. Donc, je me dis, ok, jusque là, je me dis, bon, ben, je n'avais rien demandé, on est bien d'accord, je n'avais pas demandé ça, mais je me dis, c'est une sage décision, effectivement, sachant que j'ai un lumbago qui va devoir se soigner tout seul, donc il me dit bien, vous n'êtes pas alité, mais vous vous reposez, vous ne portez pas de charge, voilà, vous faites attention, ça va partir tout seul, mais ça sera plus long. Donc, c'est pour ça que je vous mets en arrêt prolongé. Et là, au lieu de s'arrêter là, il poursuit, il remplit sa feuille d'arrêt maladie. Et là, il me regarde, il fait, bon, de toute façon, il dit, c'est pas la première fois que vous vous mettez en arrêt. Et là, je bloque, je le regarde et je lui dis, si, c'est la première fois de ma vie que je suis en arrêt maladie. Et c'était la pure vérité. Je ne sais, pardon du peu, mais je ne savais même pas comment on remplissait une feuille d'arrêt maladie. Vous savez, la fameuse feuille marron, là. J'ai dit, si docteur, c'est la première fois que je suis en arrêt maladie de ma vie, donc je ne sais même pas les démarches que je dois faire. Donc il m'explique vite fait, mais en fait j'ai été sidérée d'avoir fait face à un tel stéréotype, un tel amalgame, un tel jugement, une telle violence dans l'attitude. C'est même pas, vous voyez, il n'y a pas eu de mots violents, de paroles fortes, mais ne serait-ce que par l'attitude de lui et de sa consoeur, de son interne, j'ai été effarée de me dire, mais en fait, on me prend pour qui? On me prend pour quoi? Je suis une jeune femme enceinte qui a des douleurs dans le dos, qui s'inquiète pour sa grossesse parce que je ne sais pas d'où ça peut provenir. Je ne sais pas si ça peut être grave ou pas. Et vraiment, on m'a considérée comme la première des feignantes qui, en fait, en gros, comme si la seule chose que je réclamais, c'était d'être en arrêt maladie. Alors que pas du tout. Je venais me plaindre des douleurs de dos. J'ai jamais demandé à aucun moment d'être en arrêt. Je vous avoue que j'ai perdu complètement confiance en mon médecin de l'époque. Et puis, il y a eu d'autres faits qui se sont passés. Parce que pour la petite anecdote,
mon papa a eu des soucis de santé assez graves par 2 fois. Il y a eu une maladie cardiaque. Alors pour ceux qui sont dans le médical, vous allez tout de suite comprendre, il a eu une endocardite en 2016 et une récidive en 2019. Donc avec une endocardite, c'est une infection au niveau du cœur. Alors je la fais très simple et très courte, hein. Pardon pour ceux qui sont dans le médical, je vais très très brève, mais c'est une infection. Et en fait c'est une bactérie qu'il a eue. Vous pouvez la voir partout dans le corps, mais lui il l'a eu au niveau de la valve coronaire du cœur en tout cas, au niveau de la valve. Et donc comme elle était déjà développée depuis un petit moment, ils ont dû remplacer sa valve. Donc c'est une opération à cœur ouvert, etc., etc. Sauf que déjà c'est une pathologie, c'est une maladie qui est assez rare, mais assez particulière. Et moi le pompon du pompon, c'est que mon papa a fait une récidive en 2019. Donc de nouveau, opération à cœur ouvert, etc., etc. Et c'est un fun fact qui n'est pas forcément drôle, mais du coup aujourd'hui on en rigole un petit peu. Je vous rassure, aujourd'hui mon papa va très bien, mais c'est des opérations, c'est quelque chose, c'est des maladies très graves qui sont parfois souvent fatales. Et aujourd'hui on en rigole, mais à chaque fois on se disait à l'époque que à chaque fois qu'il avait une récidive, qu'il est tombé malade, j'étais enceinte. Donc je lui disais, maintenant en lui disant, je lui dis, tu sais, si c'est le fait que je suis enceinte qui te rend malade, t'inquiète pas, j'arrête, je veux plus de bébé. Enfin bref. Donc je continue parce qu'en fait c'est toujours pas ça ma story time. Hein. Et donc bref, et ensuite pour expliquer que j'ai perdu toute confiance en ce médecin-là, puisque donc mon papa a commencé à avoir une endocardite, sauf qu'à cause de mauvais diagnostics, et pareil toujours, je dirais la non prise au sérieux de la déclaration des symptômes, donc là je parle de mon papa en l'occurrence, ce même médecin traitant n'a pas découvert tout de suite la maladie de mon papa, et c'est à cause de ça que sa maladie s'est aggravée et est arrivée à ce stade-là. Si elle avait été prise en charge plus tôt, il n'y aurait peut-être pas vécu ces 2 opérations, clairement. Pour vous mettre un peu dans le contexte, à l'époque, mon papa s'est fait hospitaliser en novembre 2015, donc un mois après que moi j'ai commencé à être... un mois et demi après que moi j'ai été mise entre guillemets en arrêt. Et sauf que ça faisait au moins 6 mois qu'il se sentait pas très bien, qu'il se plaignait, il commence à se plaindre de plusieurs petits symptômes très basiques, très généraux. Mais à chaque fois qu'il allait voir son médecin, on lui disait, son médecin lui disait, oh vous savez, c'est parce que vous êtes bientôt en retraite dans quelques mois, c'est votre esprit, c'est votre corps qui commence à lécher du lest. C'est pour ça, il commence un petit peu à décompresser. C'est infaillible, même les médecins, ils ont le droit de se tromper. Mais il faut savoir que mon père, en plus de 40 ans de carrière, 45 ans de carrière, n'a jamais été une seule fois en arrêt maladie, pas un seul jour. Pas un seul jour de déclaré, je vous jure que c'est la vérité. Pas un seul jour de déclaré en arrêt maladie. Et pourtant, il était à son compte, il était entrepreneur, il était salarié, cadre, bref, il a eu une longue carrière. Mon papa a commencé à 16 ans et à l'aube de ses 60 ans, pas un jour d'arrêt maladie. Même en ayant eu la grippe et parfois 42 fièvres, il a travaillé, hein, c'est cette génération-là. Et là, son médecin lui dit ça. Et donc, pour que mon père aille chez son médecin pour se plaindre, il en fallait beaucoup. Donc, c'était quand même des excuses que même nous, de la part du médecin, qui avait une réputation d'être pointilleux, ne rien laisser à la légère, on trouvait ça très étrange. Bref, je vais pas m'étaler sur mon papa parce que c'est pas le sujet, mais c'est pour que vous compreniez bien l'ambiance. Donc bref, se passe ce qui s'est passé, hein. Donc mon papa n'a pas été pris en charge à temps, donc sa maladie, elle a eu le temps de progresser, sa pathologie se déclarer, et donc en novembre, fin novembre, il devait passer des simples examens qui devaient durer 48 heures. Il devait être hospitalisé 48 heures pour des examens. Finalement, il a été hospitalisé 6 semaines et il a été opéré à cœur ouvert avec remplacement de la valve, bref, la totale. Donc moi enceinte, donc avec le trouillomètre à 0 et le stress qui va bien, donc c'est génial. Donc bref, c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai perdu totale confiance en mon médecin de l'époque. Donc moi entre-temps, j'étais également suivie par une autre de ses
collaboratrice et qui est allée à son compte, qui a ouvert son propre cabinet et qui est mon médecin traitant d'aujourd'hui. Donc voilà, pour la petite histoire. Et donc pourquoi je dis ça? Bref, donc déjà, à l'époque, j'avais déjà aussi des a priori sur les symptômes qu'on peut déclarer, que tout le monde déclare dans une grossesse, surtout les mal de dos, c'est, je dirais, des pathologies très récurrentes, très fréquentes et limite normales et logiques quand on est enceinte. Bref. Donc déjà à l'époque, bon voilà, je me méfiais déjà un petit peu. Donc, ma deuxième grossesse arrive, on en arrive là, on arrive, ça y est, enfin dans le vif du sujet. Et donc, quand je commence à avoir des douleurs de dos, ben, je suis pas étonnée parce que je me dis bon bah ça recommence. Hein. Effectivement j'avais déjà eu un lumbago, donc j'avais peur d'avoir ça parce que bon c'était pas l'éclate. Hein. Encore une fois un lumbago qui n'est pas soigné, c'est pas le jeu tous les jours. Et en fait comment donc je vois que mon médecin actuel, hein, je lui explique et avec qui je m'entends très très bien. Et tout de suite, et ce que j'ai apprécié, en fait, je m'entends bien avec elle parce que dès le départ, elle a tout de suite, moi, mon mari, même mes enfants, même mon papa, puisqu'à l'époque, elle a suivi un peu mon papa, et c'est elle qui a découvert une grosse partie de sa pathologie. Si elle n'avait pas fait la démarche de l'envoyer, ne serait-ce qu'une fois aux urgences, on n'aurait peut-être pas même eu le même effet. Bref. Donc c'est elle aussi, grâce à elle, que quelque part qu'on a commencé à déceler que mon papa avait quelque chose de grave et d'important et pas juste un état psychologique de son futur départ en retraite. Bref, je reviens à mes moutons. Et donc je lui explique tout ça et donc je suis donc en 2019, je suis enceinte de mes jumeaux. De nouveau, mon papa refait une récidive, donc de nouveau en février, fin janvier, début février, de nouveau il se fait hospitaliser. Sauf que là c'est très grave, c'est important, parce qu'il fait 2 AVC. Heureusement, il fait des AVC à l'hôpital, donc il est tout de suite pris en charge par une infirmière, donc heureusement il n'a pas de séquelles aujourd'hui. Il s'en est très bien sorti, mais bon, je vous parle de ça avec du recul. Sauf que moi, donc à l'époque, il faut savoir aussi que je remets, désolée, hein, c'est un petit peu disparate mes explications, mais donc notre grossesse gémellaire, le congé maternité est plus tôt, et encore une fois, c'est une grossesse qui est extrêmement suivie puisque c'est considéré à risque, donc on rigole pas à la légère. Donc moi, dès que je commence à expliquer mes différentes douleurs au dos, etc., à mon médecin, elle me dit bon, on va y aller doucement. Elle me dit donc là tu travailles, ok. Donc comme d'habitude à Noël j'avais pris des congés. Elle m'avait dit à l'époque, écoute, pendant les congés de Noël, tu te reposes. Donc j'avais déjà ma fille à l'époque, mais elle m'avait dit tu te reposes et puis à la rentrée on verra. Tu reviens me voir si t'as encore mal au dos et on verra. Les fêtes se passent, mais j'ai toujours des douleurs dans le dos, j'ai toujours un peu des douleurs comme ça, et il s'avère que j'avais depuis un petit moment une petite tension, puisque la fatigue, hein, c'est l'hiver, j'ai ma fille, je suis enceinte de jumeaux, donc premier trimestre un peu fatigant, et mon papa commençait de nouveau à l'époque à se replaindre de certains symptômes, donc on était dans les débuts de sa récidive, donc pas très, assez contrarié. Et donc, à la rentrée du mois de janvier, elle me dit, écoute, je préfère te mettre en arrêt. C'est elle qui prend la décision d'un commun accord avec moi, mais elle me dit, je préfère te mettre en arrêt parce que, bon, elle dit, t'as une petite tension, t'as la petite, il faut te ménager un petit peu. Donc elle dit, je sais pas si ça va être de manière définitive ou pas, mais elle dit, pour l'instant, je préfère te mettre en arrêt au moins 2-3 semaines. Elle dit, on verra bien. Et de toute façon, mon congé maternité était censé arriver au mois de mars. Donc, même mon gynécologue à l'époque, qui pourtant n'est pas réputé, un obstétricien qui n'a pas la réputation de, entre guillemets, donner des arrêts maladie de confort, hein, de toute façon il n'en met jamais,
Lui-même avait dit, vous savez, si vous tenez jusque les vacances de février, c'est déjà très bien. On va pas vous demander de pousser, encore une fois, on se repose. Moi je demande rien, je dis ok, je veux pas cracher dans la soupe, hein. Je vais pas dire non, je continue à travailler. Faut être honnête aussi, même si je demande rien, je fais ce qu'on me dit. Donc elle me met en arrêt maladie. Et puis au bout de, je sais plus trop les détails, mais bref, au bout d'une semaine, 10 jours, je retourne la voir, elle surveille, elle dit écoute, t'as toujours une notation qui est basse. Mon papa venait de rentrer à l'hôpital de nouveau pour des examens complémentaires et il n'y avait déjà pas des très bonnes nouvelles à l'époque. Donc elle voyait que j'étais stressée, angoissée, et elle me dit écoute, voilà, je vais te mettre en arrêt prolongé maintenant. De toute façon, ton congé maternité, il est dans à peine 2 mois. On va pas. J'ai pas envie, je prends aucun risque te concernant. T'es pas dans une situation où. Si c'est pour. Voilà, je veux rien provoquer. Je veux pas provoquer une préclampsie. Il faut que tu te ménages. Ok. Donc je suis en arrêt maladie. Voilà. L'arrêt maladie se passe, voilà, les jours, j'essaie de m'aménager. Ma fille en plus venait de faire sa rentrée à l'école en janvier. Donc je vais qu'à mon rythme, hein, c'est-à-dire qu'entre moi, ma grossesse, mon mari qui travaille, ma fille à l'école, enfin bref, j'essaie vraiment de m'adapter à ce rythme-là et puis de me préparer à l'arrivée future de mes bébés, voilà, plein de petites choses comme ça. Et en fait, j'ai pas trop eu le temps de penser à tout ça parce que on arrive pile dans le vif du sujet. Un beau jour, un jour de février, je ne sais plus quel jour exactement, mais de février, milieu de matinée, en semaine, je suis en train de me laver. Attention, séquence routine détail, je suis en train de me laver, je prends un bain. Jusque là, rien de bien exceptionnel. Et j'entends frapper à ma porte de ma maison. Frapper, alors j'insiste bien, j'ai une sonnette qui fonctionne. Je n'entends pas sonner, mais j'entends quelqu'un frapper. Une fois, plusieurs coups, mais en une seule fois. Ça n'insiste pas. J'entends bien que quelqu'un frappe, mais ma foi, je suis, toute nue dans ma baignoire, en train de prendre mon bain. Je vais certainement pas me dépêcher de sortir, m'enrouler dans un peignoir ou une serviette, courir à moitié trempée dans mes escaliers, risquer une chute, toujours à 5 mois de grossesse, hein, je le rappelle, 2 jumeaux, donc avec 5 mois de grossesse, j'avais déjà un beau ventre. À 5 mois de grossesse, j'avais déjà le ventre d'une femme enceinte de 6-7 mois. Pour vous faire un peu le point en termes de volume de ce que je pouvais prendre comme place. Donc non, hors de question, j'entends frapper, je me dis, moi de toute façon, j'attendais personne. Et je me dis, j'avais pas de colis à me faire livrer, donc je me dis, à tous les coups, c'est peut-être un démarchage, j'en sais rien. Je sais pas, j'attends personne, pas quelqu'un de la famille, pas une livraison, j'attendais personne. J'avais mon téléphone près de moi, je m'étais dit, même si c'est quelqu'un qui veut me voir, même qui cherche à me joindre véritablement, il m'appelle. Et j'avais ma voiture devant chez moi, enfin bref, soit. Et puis c'est tout, la matinée se passe, mon mari revient déjeuner le midi. Et comme tous les midis, pareil, petit détail technique, il va à la boîte aux lettres, il va regarder le courrier, il ramène le courrier. Moi je suis dans la cuisine, je suis en train de préparer à manger. Puis je le sens arriver derrière moi, puis je vois qu'il regarde un courrier. Il ouvre un courrier, il regarde le courrier, puis il fronce les sourcils. Il me dit, il y a quelqu'un qui est passé à la maison ce matin? T'as eu quelqu'un qui a sonné? Je lui dis, oui, donc moi, ça m'était sorti de la tête. Et je lui dis, écoute, oui, il y a bien quelqu'un qui est venu frapper une fois, donc je lui explique. C'est pas quelqu'un qui a insisté, ça frappait, ça n'a même pas sonné, j'ai pas eu d'appel. Je me suis dit, bon, c'est un démarchage. Je lui dis, pourquoi? Et là, il marque un blanc. Il me dit, t'as été contrôlé? Je rigole parce que mon mari est un très grand farceur. C'est un comique. Il aime bien me faire des blagues comme ça. Donc, je lui dis, ouais, elle est trop drôle. Donc, je lui regarde son courrier, je lui prends le courrier, je lui dis, c'est quoi? Il dit, non, mais je déconne pas, t'as été contrôlé par l'assurance maladie. Par la sécu.
J'ai dit comment ça, je suis contrôlée. Quand vous avez des personnes qui sont, donc pareil, je fais un point, quand vous êtes en arrêt maladie, ça arrive que parfois vous êtes contrôlé par la sécurité sociale, par l'assurance maladie, soit à la demande de votre employeur, soit dans un contrôle aléatoire, pour reprendre ce terme que je vous expliquerai par la suite. Mais pour moi, quand on est contrôlé, c'est sur des dossiers un petit peu, pas bof, mais où il y a anguille sous roche, vous voyez, où ça sent l'arnaque, où ça sent l'abus. Donc là, moi, mon sang ne fait qu'un tour. Je dis comment ça, je suis contrôlée. Pour remettre dans le contexte, tout était clair en termes de déclaration, c'est-à-dire que mon dossier médical auprès de la sécurité sociale, l'assurance maladie était fait, ma grossesse était déclarée, donc j'avais bien fait une déclaration de grossesse, d'autant de semaines, que c'était une gemellaire, etc. Mon employeur était au courant, donc tout était bien. Je veux dire, j'étais dans les règles, hein, pour le coup. J'ai caché à personne ma grossesse, tout le monde était au courant, j'étais en arrêt maladie. Le jour où j'étais même en arrêt maladie, ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais le jour où j'étais en arrêt maladie, le matin même, j'avais passé ma matinée à vomir à mon bureau, dans mon travail. Je suis partie à midi, en disant à mon responsable de service qui était à l'époque, c'était pas le mien, mais qui chapeautait les services, j'ai dit, écoute, je lui dis, je vais essayer de prendre rendez-vous avec mon médecin cet après-midi, parce que là, vraiment, ça va pas. Il dit, oui, je le vois, il dit, écoute, il dit, prends soin de toi. Mais il le savait que j'étais enceinte déjà de plus de 4 mois. Et total, quand j'ai prévenu mes collègues, j'avais une gastro. Je viens de m'en souvenir, je ne m'en souvenais plus. Donc j'ai dit, bah tu m'étonnes que j'arrête pas de vomir, j'ai une gastro. Enceinte de 5 mois, de 4 mois de gemellaire, c'est génial. Donc on m'avait dit, bah écoute, repose-toi, profite des fêtes de fin d'année. Donc en fait, j'ai été une semaine en arrêt, et ensuite j'ai enchaîné avec mes congés d'hiver. Bref, voilà, c'est un détail important, mais que j'ai oublié de préciser. Donc ils étaient au courant, en fait, de la situation. Et donc mon mari tout de suite me dit, cherche pas, c'est ton boulot, ils te dénoncent, ils ont provoqué un contrôle. Mais j'ai dit, c'est pas possible, encore une fois, parce que je viens de vous expliquer la situation, j'ai dit, c'est pas possible. Bref, la pause, enfin, on déjeune, je suis très énervée, très en colère, je lui ai dit, écoute, je vais appeler de qui de droit cet après-midi. Donc parce que du coup, avis de passage, hein, vous avez eu la contrôle d'un inspecteur de l'assurance maladie, vous ne vous êtes pas présenté, voilà, merci de rappeler, parce que vos indemnités vont être, vous allez avoir une pénalité, puisqu'en arrêt maladie, tu es quand même payé, du coup, par l'assurance maladie et par ton employeur, et là, il prétendait que mes indemnités allaient être suspendues, donc j'allais perdre un salaire. Hors de question. L'après-midi donc arrive, début d'après-midi, tout de suite dès que les services rouvrent, j'appelle l'assurance maladie. Voilà, bonjour madame, j'explique la situation. J'explique le pourquoi du comment. Et là, je tombe sur une dame qui m'accueille avec un ton un peu condescendant. De dire, elle vient me faire chier celle-là, pardon du terme. Et qui me répond, oui, bah oui, alors. Ben, j'ai écouté madame, je suis en train de vous expliquer que je viens d'avoir un contrôle d'un inspecteur pour mon arrêt maladie, mais mon arrêt maladie vient de pathologie. Les pathologies viennent d'une grossesse gémellaire, de mon état d'une grossesse gémellaire. Je suis enceinte de jumeaux. Je la prends pas pour une conne, mais je me dis, peut-être qu'elle sait pas ce que ça veut dire grossesse gémellaire, j'en sais rien. En général, je suis pas en train de dire que être enceinte de jumeaux s'explique tout et ça justifie tout, mais en général, on fait pas chier les gens pour quand il y a ce genre de motif. Et là, elle me dit, oui, bah vous savez, madame, les contrôles, c'est fait de manière aléatoire. J'ai dit, madame, aléatoire, comment ça? J'ai dit, vous pouvez pas me dire ça, vous pouvez pas me dire à moi que je peux être contrôlée du jour au lendemain par un inspecteur. Parce que je suis en arrêt, parce que j'ai des souffrances liées à j'ai des douleurs liées à des petits soucis de santé liés à ma grossesse. Enfin, je ne comprends pas l'aléatoire, je peux comprendre que, en gros, c'est au pif, hein, c'est pique-nique douille, hein, c'est toi qui vas te contrôler. Qu'on fasse de l'aléatoire sur des dossiers que vous triez, que vous classez au préalable, que vous jugez louche, mais moi le mien il était pas louche, tout était clair, tout était net, tout était déclaré, tout était concis, en quoi mon dossier pouvait être considéré comme contrôlable, c'est ça en fait, contrôlable. Bref, elle me prend de haut, elle m'envoie chier, j'ai pas d'autre terme. Elle me fait simplement comprendre, écoutez madame, vous remplissez le formulaire que vous avez reçu du coup lors de l'avis de passage, vous le retournez. Parce que du coup il fallait justifier
on me demande, c'était marqué justificatif. Et à un moment donné, je lui dis, oui, mais je dois justifier quoi? Mon arrêt maladie ou le fait que je n'ai pas ouvert à la porte? Parce que du coup, je lui précise pourquoi je n'ai pas ouvert à ce monsieur. Enfin, monsieur, madame, j'en sais rien d'ailleurs. Je crois que c'était un monsieur parce que c'était, il y avait un nom, enfin bref, je ne sais plus. Donc je lui explique. Et en gros, elle fait mine de pas comprendre. Il n'y a aucun moment, il y a de l'empathie dans sa voix. Elle dit oui, bah elle dit vous mettez les deux. Bon, bah je mets les deux justificatifs. Ok, donc bah tout de suite, hein, j'écris voilà, je suis en arrêt maladie pour telle et telle raison et je n'ai pas ouvert lors de mon contrôle parce que donc je me sentais vraiment idiote de devoir de une expliquer ça au téléphone, de deux de devoir le mettre en plus par écrit, mais j'explique. Et elle me dit vous envoyez ça, vous aurez un retour. Et là la galère commence. Donc j'envoie ça, je ne sais plus si c'est par courrier ou par mail, par scan, j'envoie ça. Se passe plusieurs jours, hein. Je me demande même si c'est pas passé 10-15 jours. Bienvenue dans l'administration française où c'est très très long. J'envoie tout ça et c'est seulement au bout de 10-15 jours, je crois, que j'ai un retour refusé. Refusé. Motif justification non valable. Et là je me dis c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Parce qu'en plus la situation de mon papa va de plus en plus mal, ça se passe vraiment pas bien. C'est de plus en plus grave. Et donc en plus j'ai ce genre d'informations là. Et là je me dis on cherche, qu'est-ce qui se passe? J'ai un karma qui me fait la gueule, j'ai quelque chose qui va pas bien. De nouveau, je rappelle les services, je réexplique, bref, je refais tout le toutime. Et en gros, on me fait comprendre. Là, je tombe sur une dame un petit peu plus sympa qui me dit écoutez, madame, par contre, comme c'est déjà le retour à une première démarche, là, entre guillemets, il n'y a plus. C'est pas que c'est définitif. Parce que là, du coup, on me dit bah, vu que c'était refusé, en gros, vous allez perdre l'équivalent de 3 semaines d'indemnité de votre salaire. Et on me dit bah, en gros, maintenant, le seul recours, c'est de faire une réunion extraordinaire, je sais pas quoi, enfin bref, un recours, voilà, au service de recours extraordinaire pour les dossiers délicats. Par contre, bah là, ça devient un peu compliqué, c'est pas pour tout de suite, donc je ne saurais pas vous dire, mais quoi qu'il en soit, écoutez, on transmet le dossier, on va vous rappeler. Moi, pour la petite histoire, l'équivalent de 2-3 semaines, je ne sais plus exactement, d'indemnité en moins, c'est pratiquement 800 € en moins sur mon salaire. Quand tu es en arrêt maladie, t'as ta maison à payer, tes charges, t'as une maison, enfin t'as une petite fille qui a des besoins, t'as une grossesse, t'es en cours de grossesse pour lequel tu dois tout racheter. Parce que, encore une fois, je précise que quand tu passes de un bébé à deux, bah, t'as pas forcément le même matériel de puériculture, donc tu dois tout racheter, tout modifier, tout changer. Moi, je passais d'une fille à 2 garçons, donc j'avais énormément de choses à acheter et à préparer. Donc j'ai eu un énorme manque à gagner. Et enfin bref, j'ai été dégoûtée, donc très mécontente. Je me suis quand même renseignée auprès d'une copine à moi qui est RH pour savoir si ça pouvait venir de mon employeur, même si je ne comprenais absolument pas pourquoi il aurait fait ça. Et elle m'a expliqué qu'en fait, alors si vous êtes dedans, peut-être que vous confirmerez, elle m'a expliqué que en fait, quand ça venait de l'assurance maladie, c'était effectivement un contrôle déclenché par l'assurance maladie, mais quand c'était des cabinets privés, ça venait d'entreprises extérieures d'assurance maladie, c'était effectivement des démarchages de la part de l'employeur. Or, moi, c'était bien un courrier de l'assurance maladie. Donc, ça confirmait ce que je pensais, que ça venait pas forcément de la demande de mon employeur. Mais encore une fois, d'où l'aberration de la situation, pourquoi je suis contrôlée, pourquoi mon dossier a été jugé contrôlable. Je vous la fais courte, c'est un euphémisme vu la durée de cette vidéo. Mais les semaines, les mois, je dirais, passent. Je rappelle à chaque fois pour oui, voilà, j'ai tel dossier. Entre temps, je vous explique. Hein. Mon père s'est fait opérer, donc il a fait des AVC, il s'est fait opérer, il a eu le temps d'être en réanimation, d'être en rééducation. J'ai eu le temps d'accoucher.
Je rappelle que j'ai accouché le 21 juin, j'ai eu le temps d'accoucher, donc on arrive au mois de juin. À chaque fois je rappelais, oui, bah, c'est en cours, la réunion n'a pas encore eu lieu, j'ai eu le temps d'accoucher. Après, quelque part, j'ai un petit peu abandonné parce que j'ai eu 2 bébés à m'occuper, plus ma grande fille, enfin bref, j'ai une vie qui continue à côté. J'ai eu pas mal de choses à gérer, donc j'ai laissé un peu le dossier de côté. Et donc, à la fin de l'été ou à l'automne, bah, rebelote, je rappelle, en disant attendez, ça fait des mois que ça dure cette affaire, vous m'avez pénalisé, vous m'avez retiré des indemnités journalières sur mon congé, sur mon arrêt maladie qui datait du mois de février, sachant qu'en plus j'ai été contrôlée, pour rappel, 3 semaines plus tard, j'étais en congé maternité. Donc bref, plus ça venait, plus c'était aberrant. Et oui, c'est en cours, c'est en cours. Bref, l'histoire s'arrête là parce que 5 ans plus tard, on ne m'a jamais rappelé. Je n'ai jamais eu de retour, je n'ai jamais su ce qu'il en était. Là, je suppose qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, si je rappelle, on va m'arrironner royalement en me disant attendez, madame, maintenant il y a prescription, votre dossier il est clôturé, il est enterré, il est très très loin. Mais j'avais essayé de faire des recours, des démarches, parce que grâce à des connaissances, des copines, dont des connaissances travaillaient dans ces services-là, j'ai essayé de gratter des infos pour avoir, pour pouvoir comment dire, des bons motifs et avoir des bons mots. J'ai jamais réussi à aller plus loin et donc aujourd'hui, ben, on en est resté là. C'est que statu quo, enfin c'est même pas statu quo, c'est que ben, Manon 0 et la Sécu 1, voilà. On m'a lâchement et osé, je peux utiliser ce terme-là, me contrôler une femme enceinte de jumeaux à même pas un mois de son congé maternité. Voilà, on a estimé que c'était un dossier louche. Et j'ai beau avoir expliqué, en plus, parce qu'en plus, c'est ça que j'ai oublié de préciser, motif de la pénalité, est sorti en dehors des horaires de présence obligatoire au domicile, puisque quand on aurait des maladies, forcément tu ne peux pas sortir de chez toi à longueur de journée, tu as des heures de sortie. Sauf que je n'avais pas d'heure imposée par mon médecin. J'ai vérifié avec elle, elle ne m'avait pas imposé d'heure de présence obligatoire à mon domicile, je pouvais bouger comme je voulais, surtout qu'elle savait que j'avais mon papa à l'hôpital, donc que je devais aussi aller le voir, et voilà. Mais le pire, c'est que j'étais chez moi, puisqu'il y avait mon véhicule devant mon allée de garage. Donc la personne qui m'a contrôlée savait bien qu'il y avait quelqu'un. Elle aurait pu insister, elle aurait pu même essayer de m'appeler. Sauf que ce jour-là, je me souviens bien que malgré ma sonnette qui fonctionne très bien, n'a jamais été en panne, on a frappé à la porte quelques coups, mais une seule série, et on n'a pas insisté ni en sonnant ni en cherchant à m'appeler. Donc la personne ne s'est pas foulée. J'ai juste eu l'avis de passage. Et le motif, c'était n'est pas présent au domicile, alors que je l'étais. Encore une fois, il y avait ma voiture. Et quand j'ai expliqué avec vraiment la meilleure des bonnes foi du monde en disant j'étais chez moi, sauf que il était genre 10h30, j'étais en train de me laver, j'étais dans mon bain. Pardon du peu, j'ai le droit de me laver à 10h30, non? Je sais pas, dans ces cas-là, il faudrait que je me lave hyper tôt le matin ou tard le soir pour être sûr de ne jamais louper aucun passage. C'est ridicule. Ben, malgré ça, oui madame, on entend bien, mais c'est comme ça. Tout ce qu'on a su me dire, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui encore, je me suis retrouvée pénalisée de 800 €, un gros manque à gagner dans une période de ma vie où j'avais besoin de cet argent. C'est énorme. Pour certains, vous allez me dire 800 €, ça va. Mais non, 800 €, moi à l'époque, j'en avais besoin. J'en ai besoin pour faire vivre ma famille, j'en ai besoin pour faire des achats. Enfin, je suis pas en train de faire la malheureuse, hein. Mais pour vous expliquer à quel point des fois il y a des injustices dans la vie, attention, il y a des injustices bien plus graves, on en voit tous les jours. Je précise bien, je suis pas en train de dire que ce qui m'est arrivé c'est un cas hyper grave, mais c'est quand même un cas hyper incongru. Et donc pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, quand je vois des émissions du style ça peut vous arriver, où le présentateur Julien Courbet arrête pas d'expliquer que eux ils traitent tous les dossiers, qu'il n'y a pas de petits cas, etc. Combien de fois je me dis comment ils géraient un cas comme le mien? Comment ils auraient géré à l'époque un cas comme le mien où tu t'attaques à un mastodonte de l'administration française? Comment tu t'attaques à ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, juste par curiosité, ils pourraient y remédier?
peut-être que parmi vous, s'il y en a qui sont du métier, du secteur, qui sont très pointus, peut-être que vous aurez une réponse, mais voilà. C'était ma petite story time sur les injustices de la vie. On en a tous, on en rencontre tous, et je sais que j'en rencontrerai d'autres très certainement, les moins galères possibles j'espère, mais c'est quelque chose quand même qui me reste. En fait, j'ai beau régulièrement me dire ouais, c'est bon, j'ai laissé tomber parce qu'en fait avec le temps, et puis entre temps, je vous raconte pas le bordel, ce qui s'est passé, il y a eu le Covid. Alors imaginez, ils sont dépassés par les événements. Donc moi, si vous voulez, j'ai laissé tomber l'affaire parce que j'ai eu d'autres choses à gérer, mes enfants, et puis il y a eu le Covid, et puis ensuite j'ai changé de travail, je me suis mis à mon compte. Enfin, voilà, j'ai eu d'autres chats à fouetter, comme on dit. Mais bizarrement, dans mes dossiers, j'ai toujours le moindre courrier que j'ai envoyé, les réaccusés, les trucs comme ça, j'ai toujours tout gardé parce que je me suis dit, un jour, je vais avoir une réponse. Un jour, on va encore me faire mine de oui, mais non, votre dossier n'est pas accepté. Bim, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les preuves. Mais je m'en occupe jamais. Alors que faire? Est-ce qu'effectivement je tire un trait définitif? Je jette tous mes papiers, je fais un bon tri parce que bientôt je sens que je vais faire un gros ménage, un gros rangement dans ma maison. C'est prévu, j'ai une petite checklist des choses que j'ai à faire. Je vais faire un gros rangement et je me débarrasse de ces papiers-là. Ou est-ce que je tente, en prenant le risque de me faire erroner, mais est-ce que je tente en disant attendez, j'ai quand même eu une énorme injustice là, je pense, un truc énorme, un truc inconcevable. Moi, quand j'ai raconté autour de moi, même encore aujourd'hui, quand j'explique que j'ai été contrôlée par la sécurité sociale enceinte de 5 mois de mes jumeaux et on a osé me contrôler, les gens ils me regardent avec des billes, l'air de dire mais il sort de quelle planète? Encore une fois, c'est pas parce que t'es enceinte de jumeaux que ça explique tout, ça pardonne tout. Mais s'il y a bien un truc qu'on touche pas, c'est une femme enceinte. On contrôle pas une femme enceinte. Une femme enceinte, si elle est en arrêt, c'est parce qu'elle a ses raisons. Parce que pas d'utérus, pas d'opinion. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Donc là, j'ai envie de dire, en plus, avec des jumeaux, bah, c'est normal que tu as des symptômes, des pathologies qui t'amènent à être en arrêt maladie plus rapidement que prévu. C'est où le problème? C'est quoi le problème? Voilà, je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Mais en ce moment, ça me travaille un petit peu. Je sais pas pourquoi en ce moment j'y repense. Et le fait d'avoir vu cette fameuse émission ce matin, ça m'a de nouveau refait y penser. Et je me suis dit, tiens, je vais vous en parler. Parce que, du coup, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez trouver ça normal. Hein. Moi, je suis ouverte, hein, je veux bien l'entendre. Maintenant, quitte à trouver ça normal, il faut m'expliquer pourquoi. Vous avez le droit de me dire que c'est normal, etc. Que je l'ai mérité. Vous avez le droit. Mais et à la rigueur, si vous avez des astuces et des conseils, si vous estimez que peut-être un petit peu d'espoir, si vous estimez que je peux encore faire un recours, que c'est pas trop tard, qui plus est, je pourrais peut-être même aussi gratter des dommages et intérêts. Non, là je parle argent, mais en fait c'est surtout pour, c'est pas, j'ai envie de dire c'est une question d'honneur, c'est une question de, on m'a vraiment de dignité. Voilà, mon honneur et ma dignité, on m'a vraiment. Je me suis sentie salie parce que je me suis sentie dénigrée. J'ai eu l'impression d'être considérée comme la dernière des merdes. Et c'est ça en fait qui me fait plus de mal. Ce qu'au-delà d'avoir perdu un peu d'argent, c'est que je me suis fait vraiment considérer comme une feignante, une escroc, quelqu'un qui profite de la situation et du système pour se mettre en arrêt maladie, alors que en quoi j'ai profité du système. Enfin voilà les amis. Bah écoutez, je pensais que ça allait être une micro-vidéo. Sauf que je le sais, hein, j'ai toujours l'art et la manière quand je raconte une histoire, je prends 36 chemins. Ça, mon mari et mes copains et mes amis, ils sont toujours en train de me le dire. Hein. Manon, dès qu'elle parle, c'est intérêt à rester assis parce qu'elle n'en a pas pour 2 minutes. Hein. Enfin bon, j'espère quand même que, du coup, je le sais que vous aimez ces vidéos longues. J'espère que cette vidéo elle vous aura distraite, peut-être reposée, apaisée par le timbre de voix que même en soft spoken j'ai voulu bas. Je suis désolée pour la lumière, la luminosité elle est pourrie. J'ai fermé mes rideaux de ma baie vitrée pour essayer de faire moins flash. Je sais que c'est pas l'ambiance que vous préférez, mais bon. Comme c'était vraiment du dernière minute, du pas prévu, j'avais pas forcément envie de commencer à m'isoler dans une pièce dans le noir et tout sous-time. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse.
ce que vous en pensez de cette petite histoire rocambolesque en commentaire.